Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'intelligence artificielle dans le domaine des achats. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guillot. Bienvenue parmi nous Laurent, je suis ravie de t'avoir avec moi pour cet épisode aujourd'hui. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Eh bien bonjour Léa, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je te rejoins sur cet nouvel épisode de podcast pour un sujet qui déchaîne les échanges ces derniers mois et notamment dans le domaine des achats. Donc moi je suis Laurent Guillot, je suis le directeur général d'Oxalis. Je suis chez Oxalis depuis 25 ans, donc 25 ans dans le domaine des achats, à rencontrer des décideurs achats et finances pour les aider à mettre en place et à digitaliser leurs fonctions achats dans leurs organisations. Et je suis ravi de pouvoir partager un moment avec toi pour parler de ce sujet, pour lequel je vais démarrer par une question. Une question que j'ai eu l'occasion de poser à de multiples occasions ces dernières semaines. Et cette question est la suivante. Honnêtement, si une IA pouvait négocier vos contrats, donc elle s'adresse à des décideurs achats, est-ce que vous accepteriez ce remplacement ou de se faire effectivement évincer par l'IA? Alors oui, je l'ai posé à de nombreuses reprises et presque toujours, la réponse a été un malaise, un blanc et un malaise. Forcément, ça soulève des questions de fond, quelque chose de plus profond, qui est est-ce que l'IA va nous remplacer ou est-ce qu'elle va nous aider à nous augmenter? Après des mois, encore une fois, à observer, eh bien, on s'est forgé une conviction en trois points que je vous expose là. L'IA, dans un premier temps, n'est pas magique. Elle est réelle, elle permet d'envisager et de voir et de constater des gains importants, pas dans de la transformation globale du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. La deuxième conviction, c'est le ROI. Justement, il se construit petit à petit, étape par étape. Lancer un pilote 3 à 6 mois plutôt qu'un Big Bang, on est dans l'antidote parfait à l'illusion. Révolution ou illusion, déjà on commence à avoir une partie de la réponse. Et ensuite, c'est l'acheteur augmenté et pas remplacé. L'acheteur augmenté et pas remplacé, l'IA pour nous ne remplacera pas l'acheteur. Elle doit être à son service, elle doit le débarrasser de tout ce qui l'empêche d'être acheteur. Alors évidemment, ce qui reste dans des fonctions avec beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée, il y a plus de potentiel qu'ailleurs, mais on doit absolument la prendre sous cet angle-là. Donc ces convictions, achat, IA, révolution ou illusion, on va essayer d'y répondre ensemble durant ce podcast. Merci Laurent pour cette introduction très complète et on rentre dès maintenant dans le vif du sujet de notre épisode. Alors je vais rebondir sur ce que tu nous as partagé juste avant Laurent. Donc tu parlais d'un certain malaise et d'une crainte des acheteurs mais pas que face à l'intelligence artificielle, ce que ça peut apporter mais la peur finalement d'être parfois éventuellement remplacé. Donc on a quelques idées reçues qu'on entend assez régulièrement. Je vais te demander d'y répondre. Je vais commencer par la première que tu viens d'évoquer juste avant. C'est un des cas que tu viens de partager. Donc est-ce que l'IA va remplacer les acheteurs ? Et c'est ce que l'on peut penser, ce que l'on peut croire sur le marché. Eh bien ça, cette première idée reçue, j'ai ouvert dans l'introduction, mais là je vais préciser. Non, bien sûr, l'IA ne doit pas être vue comme un outil de remplacement, mais plutôt d'assistanat et surtout d'automatiser des tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour faire gagner du temps, libérer du temps à l'acheteur pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est une occasion incroyable pour nous, vu de notre fenêtre, une opportunité pour des directions achats, des acheteurs, de monter dans leur professionnalisation de leur fonction achat en libérant du temps qu'ils n'ont pas aujourd'hui. On a vu une évolution sur ces 20 dernières années où la digitalisation a apporté déjà les premiers étages, les premiers
les premières solutions pour permettre de libérer ce temps. Et là, on accélère. L'IA va permettre de passer la vitesse supérieure et d'augmenter encore cette capacité à libérer du temps et du coup pas à remplacer, mais à monter en gamme en termes de professionnalisation de la fonction achat. C'est exactement ce que j'allais partager, comme tu l'as dit aussi en introduction. Auparavant, tu parlais d'outils. Donc l'IA va plus loin que les outils, mais finalement, ça fait des années que les directions achats, les directions financières et d'autres directions sont accompagnées, outillées pour se libérer du temps, justement, travailler sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc finalement, là, on va un peu plus loin, mais c'est déjà des sujets qui étaient en place, finalement. Donc c'est assez intéressant que tu fasses le parallèle avec les outils et avec ce qui est déjà à disposition des acheteurs aujourd'hui. Une autre idée reçue qu'on entend assez souvent, l'IA est réservée aux grands groupes. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors pour ça, je vous fais le retour des dernières conférences ou ateliers auxquels j'ai participé, voire animé. Le dernier sondage avec plus d'une dizaine de décideurs achats, des dizaines de décideurs achats en face de moi. À la question « Utilisez-vous l'IA dans votre activité achat tous les jours ?» 99% des personnes ont levé la main. Donc aujourd'hui, c'est plus une histoire de taille d'entreprise. On le voit, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sur des expérimentations à titre individuel ou guidé, l'IA est déjà présente dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. La différence se fait peut-être sur la structuration et la démarche cadrée, organisée, qu'on retrouve évidemment plus aujourd'hui dans des grandes entreprises que dans des PME ou des ETI, mais aujourd'hui tout le monde utilise. Et une autre idée reçue finalement qui peut être liée à la précédente, c'est trop complexe à déployer. C'est ce qu'on entend assez souvent. Certains ont peur parce qu'ils pensent que ça prend trop de temps, que c'est trop compliqué à mettre en place. Alors si on s'y prend du mauvais côté, en tout cas on prend le sujet à l'envers, oui, ça peut être des projets très, très importants et complexes à mener. En revanche, si on s'y prend du bon côté, à savoir, encore une fois, y aller étape par étape, définir et prioriser certains cas d'usage très opérationnel, on est capable en quelques semaines de mesurer le retour sur investissement sans avoir de projet IT lourd à mener. Donc pour ça, la démarche est importante, mais l'approche de déploiement de solutions IA, de fonctions, que ce soit en propre avec des outils d'IA pure ou au travers des fonctions ou des outils embarqués dans vos solutions digitales dédiées aux achats, eh bien, il faut y aller par étapes, choisir les bons cas d'usage et rentrer dans une démarche, certes, qui n'est pas native ou habituelle. L'IA a cette particularité de travailler dans un mode un peu différent de la digitalisation habituelle. On dit qu'on est dans un mode d'apprentissage. Il faut accepter l'échec. Et d'ailleurs, l'IA devient performante justement par l'expérimentation et par lui expliquer pourquoi et à quel endroit elle s'est trompée. Et ça, c'est un mode de fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on connaît habituellement dans la digitalisation. Ça veut dire que inutile d'avoir tous les éléments sur la table ou tous les cas prévus à l'avance. On risque de bloquer le système ou bloquer la démarche de mise en place de fonctions IA. Non, il faut ouvrir, il faut y aller, comprendre, analyser les résultats, surtout avoir un œil très critique et attentif aux résultats et expliquer à l'IA là où elle s'est trompée, là où elle a fantasmé et de lui donner la direction et les correctifs qui lui permettent de s'améliorer petit à petit, donc l'expérience par l'usage. Donc je résume effectivement, ce que tu recommandes, c'est de prioriser les cas d'usage les plus importants, de mesurer, d'avoir des ROI pour piloter tout ça et finalement d'accepter de se tromper, d'expérimenter. C'est vraiment ça la clé selon toi. Très bien. Et dernière idée reçue que l'on entend également régulièrement et qui peut faire peur, c'est que l'IA va décider à la place de l'humain. Eh bien, par rapport à la démarche qu'on préconise et
qu'on voit ou mesure l'efficacité avec nos clients et les organisations qu'on accompagne, et notre cas personnel aussi, puisque en tant qu'éditeur, évidemment, on s'outille, on a une démarche d'utilisation de l'IA dans nos propres activités pour gagner en efficacité, gagner en productivité et être meilleur de jour en jour. Eh bien, dès l'instant où on est dans cette démarche d'apprentissage progressive, eh bien, on s'aperçoit que l'IA est là pour assister, analyser, bien sûr, suggérer, mais que la décision reste toujours à la portée et de la sphère de l'humain, du collaborateur. Super, merci Laurent pour toutes ces explications, c'est vraiment très enrichissant. Alors je vais maintenant te demander de me partager ta vision en tant qu'éditeur SIHA au niveau de l'IA, ce que ça apporte, enfin vraiment, quelle est ta vision globalement? Eh bien, on voit l'IA, alors on l'approche nous par un angle très pragmatique, création de valeur et comment ça peut générer de l'opportunité, des opportunités pour nos clients et les organisations qu'on accompagne. Alors, d'abord, ce que les clients attendent vraiment. Aujourd'hui, ils n'attendent pas véritablement de l'IA, même s'ils viennent nous voir tous, sans exception, avec cette même question. Qu'est-ce que vous faites avec l'IA? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Mais ils ont des attentes fortes, peut-être presque qu'ils oublient de remettre en avant, mais quand on creuse, elles sont bien là. Moins de travail administratif, plus d'intelligence dans la prise de décision, et une meilleure visibilité sur les risques fournisseurs. Ça, c'est les 3 points majeurs que attendent les organisations et nos clients. Le véritable avenir par rapport à cela de l'IA ou l'avenir des achats, c'est une IA du coup qui va permettre d'analyser, c'est une IA qui va recommander et c'est une IA qui va agir. Toujours sous contrôle et avec l'humain et le collaborateur achat, finance qui est derrière. Oui, l'IA accompagne mais ne remplace pas, comme tu le disais jusqu'à présent. Exactement. La question stratégique pour les éditeurs, puisque tu me lances là-dessus et tu m'interroges, on n'est pas à se demander aujourd'hui, et il ne faut pas, comment intégrer l'IA, mais bien comment repenser le logiciel autour de l'IA. C'est important, c'est une avancée majeure, et pour atteindre des objectifs certes pragmatiques et créer de la valeur rapidement, c'est le meilleur angle de vue pour nous arriver à servir les enjeux, ce qu'attendent nos clients au travers d'un logiciel existant avec des fonctionnalités standards qui doivent être déployées chez tous nos clients avec un retour sur investissement rapide. Et pour ça, il y a 4 grosses opportunités, en tout cas pans d'opportunités. Le premier, c'est un focus utilisateur, bien sûr, où l'utilisateur va dialoguer avec le système, recevoir des réponses dites intelligentes, les analyser et prendre ses décisions. L'aide à les décisions, quel fournisseur dois-je choisir dans le cadre d'un appel d'offres? Eh bien, l'IA doit être là pour aider, rassembler les informations et aider encore une fois le collaborateur, l'acheteur à décider, à mieux décider. Dans le flux de travail, eh bien oui, on est face à des flux, à des process qui peuvent être rigides. On va aller vers une IA qui va adapter le processus, analyser, prendre les raccourcis et aider à être plus efficace et plus productif sur certains flux de travail. Et puis, le dernier pan, c'est l'analyse contractuelle. On est devant des contextes pour les acheteurs qui sont de plus en plus complexes, avec des relations avec des fournisseurs, des relations de partenariat, avec beaucoup d'éléments qui régissent la relation. Et là, encore une fois, une fort potentiel pour rassembler, comprendre, synthétiser et analyser les aspects contractuels dans la relation acheteur et fournisseur. C'est intéressant parce que ce dernier volet, à titre personnel, je l'ai vécu sans outils, sans IA, et c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et c'est très risqué. En fait, là, le risque, tu parlais d'accompagner, de mesurer, de piloter, d'aider à mesurer et piloter les fournisseurs, mais la partie contractuelle, c'est hyper important. Et j'imagine que les outils, aujourd'hui ou demain, vont assister l'acheteur ou la direction juridique dans la rédaction aussi des contrats avec les fournisseurs et dans l'analyse, finalement, des différents retours des fournisseurs, des directions juridiques des fournisseurs, dans tout cela. Donc ça, c'est hyper intéressant et comme tu le disais, ça va vraiment aider et on ne remplace pas, mais on accompagne et on sécurise. Tout à fait. C'est là où on mesure et on prévoit un très très fort potentiel pour ces outils d'IA qui vont venir compléter la suite digitale achat de l'acheteur. Merci Laurent.
Donc là, tu viens de me partager la vision stratégique des éditeurs, mais concrètement, où vous en êtes aujourd'hui? Où en sont les éditeurs SIA? Où on en est actuellement? En tant qu'éditeur, notre vision est complétée par 3 vagues successives, voire qui se chevauchent pour certains. C'est le cas effectivement chez Oxalis. 3 vagues de déploiement ou de montée en puissance de l'IA dans les organisations achats. La première vague, on l'appelle copilote métier. On est en plein dans cette phase pour les grands éditeurs achats comme Oxalis. Chaque module, chaque fonction dispose d'un assistant IA intégré. Là, concrètement, chez Oxalis, on a cette capacité de déployer chatbot, assistant, un chatbot support à différents niveaux pour aider les administrateurs de la solution, les utilisateurs de la solution à accéder rapidement, simplement, par un agent conversationnel, voire avec l'oral, avec la voix, pour poser des questions sur l'utilisation ou le comportement de la solution. La vague 2, on est dans de l'agent IA opérationnel. Donc là, on est plus seulement dans de l'assistanat. L'IA ne se contente plus d'assister, mais elle exécute des tâches dans un processus. Ça, c'est une vraie rupture. Là aussi, on a déjà des cas d'usage qu'on a pu déployer. Celui que je vais vous partager aujourd'hui concerne un de nos clients qui, devant une problématique de passation de commandes, je dirais pour des opérationnels dont le métier n'est pas les achats, mais ils ont un acte d'approvisionnement tous les jours, généralement un acte qui est fait en fin de journée, en plus de leur travail opérationnel de la journée, donc qui vient généralement à un moment où je dirais, le collaborateur aimerait passer à autre chose, mais il doit passer ses approvisionnements pour le lendemain ou pour la semaine. Et là, eh bien, l'utilisateur est toujours plus intelligent que le digital, il trouve les raccourcis et on est face à un client qui a un enjeu majeur où l'utilisateur eh bien, a des devis pour passer ses approvisionnements et plutôt que de reconstituer un panier depuis le devis sur la base des articles catalogues qui ont bien été renseignés, bien rentrés dans l'outil digital, dans son cycle d'approvisionnement, eh bien, il prend le devis, il colle en pièce jointe d'un devis d'un panier libre et avec l'article qui devient un top 3 ou top 5 des articles les plus commandés qui est « Voir devis ci-joint ». Certes, ça lui fait gagner du temps, pas tant que ça au final, et puis surtout, les achats sont en aveugle total. Et là, on se pose la question, on part d'un cas d'usage, d'un enjeu terrain, on ne pense pas tout de suite à l'IA, mais on part d'un enjeu terrain assez complexe, d'un besoin exactement, et on cherche de voir comment le digital, et notamment l'IA, peut aider à répondre à cet enjeu majeur. Et on a développé une fonctionnalité déjà déployée et présente dans notre solution qui permet de transformer automatiquement un devis en commande en passant par toutes les étapes, c'est-à-dire d'extraire toutes les informations du devis, de les mettre au regard des articles catalogués, des articles génériques présents dans la solution et de préparer le bon de commande tout détaillé avec tous les éléments du devis pour l'utilisateur. Tout le monde y gagne. En quelques secondes, l'utilisateur, plutôt que d'y passer plusieurs minutes, eh bien, a transformé son devis en commande. Et puis les achats ont une visibilité complète puisque toutes les lignes sont dans la commande et ils peuvent avoir leur cartographie, l'alimentation de leur cartographie achat de manière très très précise. Voilà un cas d'usage qui vient du terrain, très opérationnel, qui répond à différents enjeux de productivité, de visibilité, de sécurisation de la fonction achat. Donc l'approvisionneur, au lieu de créer sa commande, finalement, il va plutôt contrôler les données qui ont été créées par l'IA, générées par l'IA. Exactement. Donc on est dans un contrôle, il a la main et il a la validation, enfin comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait. L'application, sous couvert effectivement du contrôle des règles de l'entreprise et de la politique achat, effectivement, l'IA va faire toute cette tâche répétitive à très faible valeur ajoutée d'extraire des données et de remplir un panier. En revanche, la décision finale revient à l'acheteur. Bien sûr, il peut y avoir des interprétations, il peut y avoir des ajustements au dernier moment et l'acheteur a la main, l'approvisionneur a la main pour faire ces ajustements et appuyer sur le bouton final pour passer la commande. La troisième vague, là on est un peu plus dans du prévisionnel, on est sur une vision plutôt moyen-long terme, encore quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour que ce soit complètement opérationnel et
et efficace, on est sur de l'orchestration autonome des achats. L'IA pourra opérer de bout en bout un cycle, un processus. Là aussi, encore une fois, là où il y a de la tâche répétitive à faible valeur ajoutée, et opérer un processus de bout en bout avec de la prédictivité et tout ce qui va avec l'autonomie d'une fonction achat. Et est-ce que tu peux nous partager d'autres cas d'usage concrets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Oui, bien sûr, beaucoup de cas d'usage et d'expérimentation en cours, notamment sur la fonction assez large sourcing et marché, où l'IA doit pouvoir apporter des solutions pour aller plus vite et avoir une vision plus exhaustive dans de la cartographie fournisseur, de la veille de marché automatisée, du scoring mutualisé. Là, on a un champ d'investigation et de cas d'usage très important pour l'IA, parce que des sources de données internes évidemment, mais aussi externes, des providers, les sites internet et tout ce qui se passe sur le marché pour capter de l'information, la mutualiser et donner une vision claire et synthétique à l'acheteur. Ça, c'est un premier axe. Un deuxième qui vient à la suite sur la rédaction de cahiers des charges. Évidemment, les acheteurs, on leur demande de plus en plus le spectre d'intervention sur des besoins et sur de l'approvisionnement ou de l'achat dans les entreprises augmente, et du coup être compétent sur tous les domaines techniques, technologiques de l'entreprise devient compliqué. Donc du coup, à comprendre, à synthétiser, à rédiger des cahiers des charges avec des clauses contractuelles, la dimension contractuelle et juridique de plus en plus importante, on en a parlé tout à l'heure. Et là, évidemment, cette capacité pour l'IA de compléter, assister, vérifier, contrôler avec l'acheteur la composition d'une consultation avec tous ces éléments, son cahier des charges, ses annexes, pour faire une consultation, un appel d'offres la plus complète et la plus efficace possible. Et puis le dernier point, il y en a d'autres bien sûr, mais celui que je vous partageais aujourd'hui concerne la partie reporting, pilotage, évidemment, synthétiser des données achats, fournir, générer des tableaux de bord de manière automatique. Et là, dans les cas d'usage, on y va et on expérimente en ce moment sur des cas d'usage très simples pour l'utilisateur. Là aussi, un agent conversationnel, du langage naturel qui permet à un acheteur, un opérationnel, un financier, un contrôleur de gestion d'interroger directement la solution, ses données, au travers d'un prompt naturel pour aller chercher de l'information, la synthétiser et la générer, l'illustrer par un graphique, un tableau, un listing avec des retours sur la pertinence et puis la capacité de diffuser cette information ou de l'exploiter en dehors, dans l'outil ou en dehors de l'outil. C'est très intéressant parce qu'effectivement, cette partie reporting, pilotage, donc génération de tableaux de bord, ça prend du temps, c'est chronophage et on peut se tromper. Donc c'est là où l'outil, l'IA, ont tout leur intérêt, puisqu'on va fiabiliser les KPI à la sortie, l'analyse des données, donc on fiabilise vraiment les informations remontées, donc c'est très intéressant, effectivement. Et on est typiquement dans un mode de fonctionnement à l'inverse de ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que quand nos clients viennent vers nous, vers Oxalis, vers les équipes techniques et projets pour exposer un besoin de reporting, de tableau de bord, d'indicateurs, on leur demande, pour pouvoir répondre précisément à leurs enjeux, à leurs attentes, on leur demande un cahier des charges extrêmement précis pour pouvoir développer toutes les dimensions, les ruptures, la présentation, n'oublier aucune donnée pour pouvoir livrer un rapport, un tableau de bord qui est à l'exactitude des attentes. Aujourd'hui, avec l'IA, on va fonctionner différemment, à l'envers. C'est-à-dire qu'on va laisser libre l'utilisateur d'exprimer toujours son besoin, mais il aura, avec une simplicité et une facilité déconcertante, la capacité de compléter en fonction du premier rendu. Et c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui dans l'utilisation de l'IA. Finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'on lui laisse jeter un premier jet, et puis on le complète, rajoute-moi ceci, enlève-moi cela, présente-moi d'une autre façon. Et là, c'est la façon de fonctionner avec l'IA. On le laisse libérer un premier jet et puis on vient lui compléter son besoin pour qu'il ajuste et qu'on ait à la sortie, au final, l'indicateur ou le tableau de bord qu'on attendait, dont on rêvait. On arrive à la fin de cet épisode, Laurent. Je vais du coup te demander de partager les messages clés que tu souhaites que les auditeurs retiennent aujourd'hui.
Ça va être simple, on en a parlé, mais il est bon de le repréciser. Les 3 convictions à retenir. 1, l'IA n'est pas magique, mais elle est réelle, elle est bien là dans nos organisations et dans nos outils de tous les jours. Des gains tangibles existent dès aujourd'hui sur des cas très précis et délimités. Il faut les identifier et il faut y aller. Le deuxième point, c'est le ROI qui doit se construire étape par étape et par de petites étapes. Commencer par un pilote ciblé plutôt que de viser une transformation globale qui au final va être risquée et va potentiellement figer ou bloquer l'ensemble de l'organisation. Et le troisième point, la troisième conviction, c'est que l'humain reste au centre de la décision. L'acheteur augmenté par l'IA, assisté par l'IA, est plus stratégique et pas remplacé. Ok, et maintenant, du coup ? Maintenant, il faut identifier vos cas d'usage prioritaires, ne pas hésiter à vous lancer un pilote, 3, 4, 5, 6 mois, pour pouvoir le délimiter, le mesurer et en voir les bénéfices, pour pouvoir étendre et dupliquer, voire augmenter l'impact de l'IA dans vos organisations et dans vos métiers de tous les jours. Il ne faut pas oublier de former vos équipes aux nouveaux outils. Ça, c'est un point important parce que dans nos échanges, nombreux échanges, on s'aperçoit d'une acculturation et d'une sensibilité à l'IA très, très, très hétérogène dans les organisations. Et ce n'est pas lié forcément à la taille de l'entreprise ou à la maturité de la fonction achat. Ça, c'est vraiment très personnel. Les managers ont une influence très forte dans leurs équipes sur l'utilisation de l'IA. Il faut former absolument pour mettre tout le monde sur un même pied, je dirais, d'information, de sensibilité face à l'utilisation de l'IA. Et puis le dernier point, il est simple, c'est rejoignez la communauté Oxalis. Merci beaucoup Laurent pour ta participation à cet épisode. J'étais vraiment ravie, puis je pense que c'était très intéressant, enrichissant pour tous les auditeurs. Comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de nos actualités. On arrive donc à la fin de cet épisode et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle saison. Merci à tous. Merci Léa.